Bonjour à toutes et tous. Oui, au Jonathan. deuxième panel de la conférence. Mon nom est Jonathan Paquin. Je suis professeur à l'Université Laval et je suis le nouveau directeur de l'École supérieure d'études internationales à l'Université Laval, à Québec. Fait très plaisir. Merci, monsieur. Fait très plaisir d'être avec vous cet après-midi. Le thème de ce deuxième panel est le suivant: au-delà des alliés et des ennemis, les acteurs non alignés dans la politique mondiale. Et donc, l'objectif de ce second panel, je trouve que c'est un second panel qui fait très bien suite, en fait, au premier, certains thèmes qui ont été abordés ce matin. Et donc, le panel explore l'impact de la multipolarité qui est grandissante sur l'environnement international et l'impact de cette multipolarité sur les comportements stratégiques de certains États, certains alliés occidentaux, mais aussi certains États dits non alignés dans le système international à l'heure actuelle. Et donc, c'est un sujet qui est trop souvent négligé, hein, celui du non-alignement. On en a parlé beaucoup à l'époque de la guerre froide. Rappelez-vous de la conférence de Bandung qui a eu lieu, si ma mémoire est bonne, en 1956. Puis par la suite, on en a parlé un peu dans les années 90 et 2000, mais beaucoup moins. Et c'est un thème qui revient au galop. On parle maintenant du mouvement des États non alignés 2.0. Et je pense que le conflit en Ukraine a été un point tournant pour ce groupe d'États, pour ce mouvement des États non alignés. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on doit aborder ces États dits non alignés? Qu'est-ce que ça veut dire, un État qui est non aligné? Est-ce que c'est un État qui n'entre pas en relation avec les autres États? Certainement pas. Mais c'est certainement des États qui mangent un peu à tous les râteliers, qui cherchent à entretenir des relations avec le plus grand nombre de joueurs possible et imaginable, dans le but de diversifier leur portfolio sécuritaire et défensif, compte tenu du fait que l'ordre international est incertain, on ne sait pas très bien de quel côté les choses finiront par tourner. Donc, plusieurs États craignent de se retrouver du mauvais côté de l'histoire, craignent de se retrouver isolés. Et donc, voilà, on essaie de tisser le plus large possible les différentes relations. Donc, comment est-ce que le Canada doit réfléchir au comportement stratégique de ces États? Comment est-ce qu'on peut, euh, comment dirais-je, danser avec cette ambiguïté stratégique qui est immuable? Euh, Comment est-ce qu'on doit l'anticiper? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'ambiguïté stratégique que l'on retrouve chez certains partenaires et parfois chez certains alliés? Parce que oui, il y a les États dits du groupe des non-alignés, mais il y a aussi des alliés formels de Washington qui, de plus en plus, ont une ambiguïté stratégique, cherchent voilà, à tisser des liens avec plusieurs partenaires. La Turquie revient constamment dans les discussions. La Turquie qui a une politique étrangère et de défense qui est vraiment à 360 degrés. Bon, les Philippines également, il n'y a pas si longtemps, sous le président Duterte, a eu des rapports très complexes avec l'Occident, notamment avec les États-Unis, chercher à se rapprocher de la Chine. Donc, comment est-ce qu'on doit gérer ces situations, qu'il s'agisse d'alliés ou de partenaires de l'Occident? Donc, sans plus attendre, et j'aurai plusieurs questions à vous poser à la fin des différentes présentations, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter les différents conférenciers et conférencières en débutant par Amélie Chalivet. Alors, Amélie Chalivet est doctorante en co-tutelle à l'Université Paris II Panthéon-Assas et à l'Université du Québec à Montréal. Moi, j'ai opté pour la version courte. Hein. Je vous invite à consulter les biographies des différents panélistes si vous voulez avoir plus d'informations. Et Amélie est une des concurrentes, si je puis dire, dans ce concours pour la meilleure note ou la meilleure recherche qui a été publiée sur le site du réseau. Donc, elle aura une période de 10 minutes en début de panel pour nous présenter le fruit de ses travaux. Ensuite, il y a Emmanuelle Rousseau, qui est étudiante au doctorat à l'Université de Montréal. Elle est aussi Junior Fellow du Defense and Security Foresight Group. Même chose pour Emmanuelle, elle disposera de 10 minutes pour faire une présentation dans le cadre du concours dont je viens de vous parler. Par la suite, Jean Daudelin, qui est professeur agrégé à l'Université Carleton, nous fera une présentation sur la thématique de ce panel. Et puis, finalement, Marion Lawrence, qui est professeure adjointe au Collège des forces canadiennes, fera la même chose. Donc, c'est un plaisir d'animer votre panel. Je cède maintenant la parole à Amélie pour la présentation. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à l'équipe du RAS aussi pour l'organisation qui est vraiment super. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la politique d'acquisition indienne, la politique d'acquisition militaire indienne qui s'appelle Atmanirbhar Bharat et qui est à viser de s'autonomiser depuis 2014. Donc la guerre en Ukraine a mis sous le feu des projecteurs, comme le professeur Paquin disait, la relation enfin, les politiques des pays qu'on appelle non alignés, et principalement l'Inde. Donc l'Inde, la relation entre Moscou et New Delhi a été mise un peu sous le feu des projecteurs, notamment dans le domaine des acquisitions militaires, parce qu'on estime qu'environ 70% de l'armement indien est d'origine russe ou soviétique, et que ça pose donc la question de l'entretien et de l'approvisionnement en pièces détachées notamment. Mais ce n'est pas vraiment sur ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui. Je vais me concentrer principalement sur un autre aspect qui est un peu moins abordé, qui est la volonté de l'administration Modi aujourd'hui d'autonomiser la politique d'acquisition de l'Inde avec une véritable politique de rééquilibrage interne ou internal balancing en anglais. Donc cette politique s'appelle Atmanirbhar Bharat, qui a aussi été traduite en anglais par Make in India, a commencé en 2014 dès l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi et de l'administration du BJP. Donc l'objectif est d'attirer les investissements et de réduire la dépendance aux importations. Donc cette politique concerne différents secteurs, pour 25 secteurs, dont le secteur de la défense. Et l'objectif, notamment après 2020, a été renforcé avec la prise en compte de la résilience des chaînes d'approvisionnement. Et donc c'est vraiment un objectif qui, depuis 2020, est très fort pour l'administration Modi. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser à la question de comment cette politique d'acquisition s'inscrit dans une politique plus large d'autonomisation stratégique, de valorisation de l'autonomie stratégique par l'administration Modi, qui cherche à se distinguer d'un non-alignement nérouvien qui pouvait dater de la guerre froide. Donc je mettrai en avant le fait que c'est quand même une politique qui est quand même différente de ce qui existait pendant la guerre froide. Donc tout d'abord, comment se déploie cette politique dans le milieu militaire? Donc c'est une tendance de fond qui date des années 90, qui ne date pas seulement de l'administration Modi, qui date des années 90 avec une prise de conscience de plus en plus forte. Donc, ce n'est pas seulement, c'est pas seulement une tendance qui date de la guerre en Ukraine, même si ça a pu accélérer les choses, parce que l'Inde étant une énorme démocratie, il y a toujours cette inertie un peu démocratique que la guerre en Ukraine a pu permettre de dépasser en quelque sorte. Mais dès 1990, on a la mise en place d'un Self-Reliance Review Committee, qui a pour ambition de passer de 30% de sources domestiques dans les plans d'acquisition militaire à 70% en 2005. Donc c'était un objectif qui était très ambitieux et qui n'a pas été vraiment atteint, mais on peut quand même noter que sur le budget 2023, on prévoit 75% de sources domestiques dans les plans d'acquisition militaire. Donc cette accélération de cette politique d'autonomisation et d'indigénisation date de 2014 et plus précisément encore, c'est encore accéléré depuis 2020. Donc avec notamment en premier lieu la procédure d'acquisition de défense qui en 2020 permet d'établir un ordre de préférence pour les achats et d'encourager les investissements directs à l'étranger pour la fabrication de centres de fabrication d'appareils militaires et d'armement, plus généralement en Inde. Et donc, ça s'accompagne aussi de listes d'indigénisation positives qui visent à interdire l'importation de nombreux armements. Donc, il y en a eu 4, la dernière en mai 2023, et qui donc donnent vraiment une liste très complète d'armements et de pièces que l'Inde ne peut plus importer de l'extérieur. Ça s'accompagne également d'une réforme des offsets qui valorise les transferts de technologie et également d'une valorisation des joint ventures. Donc ça, c'est quelque chose qui est très prégnant dans la politique militaire indienne, c'est de développer les joint ventures avec des partenaires, notamment la Russie, puis Israël, avec la production du missile Barak 8, par exemple, et aujourd'hui également la France. C'est quelque chose qui est plus compliqué à faire avec les pays occidentaux, donc c'est quelque chose aussi qui met des limites, notamment pour les transferts de technologies, qui met des limites à la coopération militaire, notamment avec la France et les États-Unis. Mais aujourd'hui, il y a également un accent qui est mis sur les petites et moyennes entreprises et la création de corridors de défense dans l'Inde de manière générale pour la création d'emplois. C'est aussi une politique qui a une visée intérieure très importante au niveau de l'économie intérieure.
Donc, c'est une politique qui rencontre également des difficultés. On peut voir que les importations sont toujours en hausse pour l'Inde aujourd'hui. L'Inde, entre 2018 et 2022, était le pays qui importait le plus dans le domaine militaire. La question du budget est également très importante. Aujourd'hui, 13%, il y a une augmentation de 13% dans le budget 2023, mais seulement une augmentation de 7% pour le budget de modernisation. Donc on voit que, et c'est très en faveur de l'armée de terre, donc les deux autres armées sont aussi un petit peu les oubliés du programme. Et puis il y a aussi une critique qui est faite par les experts sur la confusion entre self-reliance et self-sufficiency. Donc self-reliance qui est dans le programme de l'indigénisation est positive, mais self-sufficiency qui, selon les experts, est inatteignable et qui serait aujourd'hui peut-être l'objectif de l'administration Modi, mais peut-être un objectif un peu trop ambitieux. Et puis également le contexte géostratégique qui pousse l'Inde à faire un arbitrage entre modernisation et indigénisation qui va être compliqué à tenir dans les prochaines années. Donc cette politique d'acquisition s'inscrit plus largement dans une politique d'autonomie stratégique de l'Inde. Donc Shiv Shankar Menon, qui était un ancien conseiller à la sécurité nationale, estimait que l'autonomie stratégique consistait en Inde à garder un pouvoir de prise de décision, à éviter les alliances. Donc l'Inde ne possède d'alliance avec aucun pays. Et développer les capacités de l'Inde tout en travaillant avec des partenaires lorsqu'il est dans l'intérêt de l'Inde de le faire. Donc, il y a une discussion majeure dans les RI en Inde, dans les relations internationales en Inde, c'est la distinction entre autonomie stratégique et non-alignement. Est-ce qu'il y a une continuité entre les deux? Est-ce qu'on reproduit le même schéma que dans la guerre froide? Certains experts estiment que c'est un élément stable de la culture stratégique indienne, donc qui serait présenté comme la tâche primaire de l'Inde, tâche principale de l'Inde depuis 1947, depuis l'indépendance. Mais de manière plus générale, l'idée, comme le professeur Paquin le mentionnait, il y a eu aussi une tentative de lancer le mouvement non-alignement 2.0. Donc il y avait eu un rapport qui était sorti en 2012 pour adapter ce concept au XXIe siècle et rétablir sa pertinence en mettant l'accent notamment sur l'idéalisme et l'importance des valeurs comme source de légitimité sur le plan international. Mais en réalité, ce rapport n'a pas eu à rencontrer un grand succès. Il y a eu un échec de cette initiative qui était également associée à l'opposition, au parti du Congrès. Donc cette initiative a été analysée comme étant un échec parce que l'Inde aurait fait un virage réaliste en prenant compte, en passant en quelque sorte d'une approche presque passive de l'autonomie stratégique qui était dans le non-alignement à une expression plus assertive, plus assurée de l'expression de ses intérêts. Donc ce serait le résultat de plusieurs dynamiques, donc, notamment l'évolution du contexte international, la montée en puissance de la Chine et surtout la nouvelle donne stratégique avec l'acquisition de l'arme nucléaire en 1998. Et un troisième facteur qui a été très discuté également, c'est l'arrivée au pouvoir du parti nationaliste du BJP et de Narendra Modi, qui ont cette volonté de se détacher du non-alignement, aussi une volonté politique, parce que le non-alignement est lié à un idéalisme nérouvien, donc comme je disais, le parti d'opposition du Congrès. Donc aujourd'hui, l'autonomie stratégique est utilisée pour concilier avec aussi une coopération avec les États-Unis qui est en développement constant et ce qu'on appelle plutôt un issue-based alignment, donc c'est-à-dire une coopération qui porte sur certains sujets tout en estimant que d'autres sujets ce n'est pas dans l'intérêt de l'Inde de coopérer avec les États-Unis sur d'autres sujets. Donc c'est quelque chose à prendre en compte pour tous les partenaires de l'Inde, et le Canada en fait partie. Je ne m'étendrai pas sur les enjeux qui sont propres à la relation bilatérale entre le Canada et l'Inde, mais c'est quelque chose que même en France, quelque chose qui est à prendre en compte, cette évolution de l'autonomie stratégique. Et donc la politique d'acquisition indienne s'inscrit vraiment dans cette évolution réaliste vers l'autonomie stratégique indienne et non une politique de non-alignement, parce que le non-alignement nérouvien mettait également en avant le fait que le budget national devait être utilisé pour des enjeux de développement. Donc il y avait vraiment cet arbitrage développement-défense qui était souvent en faveur du développement sous l'administration Nehru, puis sous les administrations Gandhi par la suite. Mais donc, selon les défenseurs de cette rupture entre non-alignement et autonomie stratégique, ce concept d'autonomie stratégique doit être redéfini par l'Inde aujourd'hui,
parce qu'il a été pendant longtemps restreint par un ensemble d'interprétations qui étaient définies de manière idéologique. Et aujourd'hui, il obtient une interprétation beaucoup plus réaliste. Et l'Inde se présente aujourd'hui comme leader of the Global South. Ça fait partie aussi de cette affirmation plus réaliste des intérêts de l'Inde sur la scène internationale. Et de manière générale, il faut avoir conscience que ces exigences, que l'Inde ne se sent pas obligée de s'aligner. L'exemple de la guerre en Ukraine l'a bien montré, mais donc cette affirmation plus réaliste de l'autonomie stratégique est clairement au centre de la politique étrangère de l'administration Modi. Et sur le plan militaire, ça prend la forme de Atmanirbhal Bharat. Merci beaucoup. Merci, Amélie Chalivet, pour cette présentation. Vous êtes dans les temps, hein? Vous avez fait 10 minutes, bravo. On se tourne maintenant vers Emmanuelle Rousseau pour votre présentation. Merci. Merci beaucoup. Dans quelques instants, vous verrez ma propre présentation que j'ai appelée « Entre le marteau et l'enclume ou le meilleur des deux mondes, l'émergence d'un espace géopolitique liminal et stratégique ». Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est principalement interroger la question du non-alignement dans le contexte notamment des réactions face à la guerre en Ukraine et essayer de comprendre plutôt les variétés qu'on a de formes, disons, de non-prise de position ou de prise de position un peu différenciées, particulièrement à travers un cas que c'est celui de l'OSCE, qui est une organisation où se retrouvent tous les pays, selon l'expression de l'organisation de Vancouver à Vladivostok, donc à la fois Russie, Asie centrale, Amérique du Nord, Europe, et comment on peut voir notamment l'émergence de cet espace-là au sein de cette organisation. Donc, si on regarde d'abord brièvement, pour rappel, c'est une carte qui vous montre la réaction et le vote des États à l'Assemblée générale de l'ONU sur la résolution qui condamnait l'invasion russe de l'Ukraine. Et effectivement, de premier abord, on a l'impression qu'il y a trois blocs principaux, ceux qui ont condamné, les quelques pays qui ont refusé, qui ont voté contre, et énormément de pays qui se sont abstenus. Ça amènerait possiblement une réflexion pour se dire qu'il y aurait tout un groupe de pays qui seraient des non-alignés ou qui ne se positionneraient pas. Pour autant, est-ce que ce sont vraiment des non-alignés? Déjà, si on réfléchit à ce qu'étaient les non-alignés historiquement, la carte est autre. Donc ça, c'est la carte du groupe du mouvement des non-alignés à l'ONU. C'est un mouvement qui est plus vraiment représentatif de ce que serait un non-alignement. Par exemple, on voit que le Bélarus fait partie du groupe des non-alignés. Je pense que c'est assez difficile de faire le cas que le Bélarus est non-aligné aujourd'hui. Inversement, il y a des pays qui n'en font pas partie qui peut-être se rapprocheraient plus d'une forme de non-alignement. On peut penser au Brésil, on peut penser à certains pays d'Asie centrale, ou même, d'une certaine manière, des pays comme la Turquie. Comme l'a dit Jonathan Paquin tout à l'heure, il y a des pays qui semblent faire partie d'alliances formelles et qui s'en éloignent de plus en plus. Donc, penser en termes de non-alignement, si on veut le faire, déjà, ça aurait une nécessité de ne pas l'être selon les cadres qu'on avait avant de ce qu'était le non-alignement et pas selon, disons, l'idée qu'on avait durant la guerre froide. Mais moi, ce que je propose, c'est plutôt que de penser en non-alignement, plutôt de penser en liminalité, c'est-à-dire en entre-deux. Ce n'est pas que ce sont des États ou des acteurs qui ne se positionnent pas, c'est que ce sont des acteurs qui n'appartiennent pas clairement à un camp. Pour moi, la Turquie pourrait faire partie, par exemple, de ce groupe liminal, c'est-à-dire que oui, ils font partie de l'OTAN, mais on ne peut pas considérer qu'ils sont autant, disons, dans le camp occidental de soutien à l'Ukraine que le seraient certains pays de l'Union européenne ou le Canada ou les États-Unis. De même, les pays d'Asie centrale, même si certains ont des alliances formelles militaires avec la Russie, ne sont pas forcément dans une position d'un camp russe. Et donc, la liminalité, c'est plus un entre-deux et un multi-alignement pour moi. Et donc, ça vient avec des opportunités, un peu manger à tous les râteliers, pour parler de manière un peu, disons, familière, mais aussi des conséquences des tensions normatives, des tensions pratiques au quotidien. Comment les acteurs qui représentent ces États gèrent au quotidien cette sorte de positionnement, d'être un peu tout le temps entre deux chaises. Et c'est là que, regardez l'OSCE, ça devient intéressant. Donc là, c'est ma dernière carte. Cette-ci, c'est la carte donc des membres de l'OSCE. Vous avez les pays en bleu qui sont les pays des participants à l'OSCE. En jaune, ce sont les États observateurs. Et là, on voit qu'il y a énormément des États que je qualifiais de liminaires qui finalement rentrent dans cette zone. Et
L'OSCE est donc une organisation qui vient à l'origine de la guerre froide, qui venait de l'idée de créer une forme de sécurité coopérative entre des États non like-minded, donc non alliés, dans l'objectif de créer un minimum de confiance, un minimum de sécurité, autour notamment de l'idée de sécurité humaine. Et c'est donc un endroit particulièrement intéressant pour regarder ces tensions de liminalité et ces tensions finalement d'une forme de non-alignement. Déjà parce qu'historiquement, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu un rôle clé des acteurs qu'on appelait originellement N plus NA, neutres et non alignés, qui étaient la Yougoslavie, la Suisse, plusieurs pays neutres, l'Albanie, et qui ont eu un rôle moteur historiquement. Ça s'est un peu arrêté à la fin de la guerre froide, mais qui redeviennent actuellement aussi à nouveau des acteurs très clés dans cette organisation. Et l'OSCE en ça est un très bon laboratoire pour essayer de comprendre les interactions, tout simplement parce que c'est une des dernières places où se retrouvent autour de la table tous ces représentants, à la fois les représentants russes, biélorusses, ukrainiens, américains d'Asie centrale, si on prend l'exception de l'ONU, mais où les dynamiques peuvent être différentes parce qu'on est sur une échelle beaucoup plus importante. Mais donc, comme je disais, ça vient avec beaucoup de tensions pour ces États qui seraient liminaux. Des tensions très pratiques. J'ai une vidéo, je ne sais pas si je vais réussir à la lancer. Non, malheureusement non. Qui était, donc je voulais vous montrer une vidéo de ce qu'on appelle un walkout. Donc, c'est une pratique diplomatique qui a beaucoup émergé suite à la guerre en Ukraine, à savoir l'idée de quitter la salle, notamment quand les délégués russes parlaient, disant on ne veut pas écouter ces délégués. Que se passe-t-il pour les pays ou les diplomates qui représentent des États un peu dans un entre-deux? Ça peut être assez difficile pour eux de se positionner. Est-ce qu'on reste? Et donc, l'implication, c'est on reste seul dans la salle avec les Russes. Et évidemment, il va y avoir une communication visuelle sur ça. Est-ce qu'on part avec les Occidentaux? Pour beaucoup de pays, ce n'est pas possible. C'était normativement très compliqué. Dans le cas des walkouts, par exemple, il y a eu une vraie collaboration avec les États occidentaux. Beaucoup de diplomates occidentaux ont informé les pays d'Asie centrale sur ces walkouts, disant on vous informe qu'à cette réunion, on va le faire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec cette information. La plupart du temps, ils ne venaient pas. Comme ça, on évite de se positionner. Mais parfois, c'est des tensions qui peuvent être encore plus micro. Est-ce qu'on doit faire référence à l'existence d'un conflit en Ukraine à un moment dans nos discours? C'est difficile de l'éviter complètement si on veut parler de la situation sécuritaire en Europe, mais en même temps, parler de guerre en Ukraine, ça ne va pas être possible. Même évoquer l'idée d'un conflit, c'est quand même très compliqué. Et on voit que selon les acteurs, il y a eu des stratégies différentes. Bien sûr, les pays comme les pays d'Asie centrale ont principalement évité la situation ou parlé de tensions sécuritaires en Europe. Des pays un peu, disons, qui avaient un peu plus de marge de manœuvre ont mentionné la guerre en Ukraine, en appelant par exemple plus à un rôle de la diplomatie, ce que faisait la Turquie. Et enfin, la question est aussi, est-ce qu'on collabore quand même avec la Russie? Si oui, comment est-ce qu'on collabore avec la Russie, tout en collaborant peut-être avec les États occidentaux? Et ça a été une adaptation toujours très pratique, disons, de tout ça, toujours du cas par cas. Et je pense que c'est là qu'il faut peut-être faire attention à ne pas toujours penser qu'il y a une grande stratégie derrière, une sorte de non-alignement très clair ou une stratégie de jouer tout le temps pour maximiser les deux camps. Souvent, c'est un peu du cas par cas selon la situation. C'est en tout cas ce que j'ai vu et cette recherche s'appuie beaucoup sur mon expérience de terrain où j'ai travaillé pendant 1 an pour un État participant à l'OSCE et en collectant des données de manière ethnographique. Et c'est vraiment ce qu'on a vu. Également, parce que ça a amené à une grande attractivité de ces États, en particulier les États également neutres, que je n'ai pas encore beaucoup mentionné aujourd'hui, qui ont profité de cette situation pour finalement devenir cet entre-deux, cette zone liminale, cette zone d'interaction. Et donc, ça amène à remettre en cause une partie de ce qu'on connaissait. Il y a de plus en plus d'États un peu liminaires. Ils orientent l'organisation. Pourquoi? Parce que les autres États ont toujours un peu envie de leur plaire quand même. Donc, ça veut dire on va investir dans les enjeux qui les touchent. Par exemple, les questions économiques et environnementales de la sécurité pour les pays d'Asie centrale. Mais aussi les questions de diplomatie, de consensus, si on parle des pays neutres, pour qui c'est ça le fonctionnement important, c'est ça le rôle important dans la diplomatie. Et donc, je vais juste vous mentionner 2 cas intéressants qui montrent cette situation. Donc, l'investissement de la dimension économique et environnementale de la sécurité de l'OSCE, qui a toujours été une dimension très sous-investie de l'organisation. Historiquement, 2 dimensions étaient investies, la question du contrôle des armements et la question des droits humains, donc la dimension sécuritaire autour des droits humains. La seconde dimension l'était beaucoup moins, pour plein de raisons, notamment parce que les Occidentaux ils voyaient moins d'intérêt à essayer de développer leur économie via
via cette organisation. Et là, parce que c'est un intérêt clair des pays d'Asie centrale, il y a eu une mise en contexte, une mise en discours également beaucoup de cet intérêt, et pour garder ces pays intéressés, pour ne pas les perdre complètement, pour garder ce fonctionnement. Donc, et également parce que beaucoup de choses peuvent se faire par l'OSCE qu'on ne pourrait pas faire par l'OTAN ou par l'Union européenne. L'argent va peut-être venir du Canada ou de l'Union européenne, mais l'action, elle va être faite par un programme de l'OSCE parce qu'il va être acceptable au Kazakhstan ou au Tadjikistan ou au Kyrgyzstan. Deuxième influence, ils influencent clairement comment fonctionne l'organisation. Et là, je vais vous parler juste d'un événement qui est très récent, qui est ce que j'appelais la saga de la présidence de l'OSCE. Donc, jusqu'à il y a 2 semaines, il n'y allait pas avoir de présidence pour 2024 à l'organisation. Normalement, l'OSCE décide sa présidence 2 ans en avance. Donc, la situation commence à devenir très, très, très problématique. L'enjeu est qu'il faut un consensus, que le candidat officiel était l'Estonie, qu'évidemment, la Russie bloquait cette situation. Et là sont arrivés tous les pays liminaires. Il a commencé à avoir l'idée peut-être d'amener le Kazakhstan comme président. Étonnamment, c'est la Russie qui a refusé. Après, arrivait l'idée peut-être d'amener un pays neutre. Est-ce que la Suisse serait intéressée? Les Occidentaux voulaient qu'à minima, ce soit un pays de l'Union européenne. Mais les Russes ont dit d'accord, mais pas de membre de l'OTAN. Et donc là, il sont restés un tout petit nombre de pays. Et au final, c'est Malte qui a pris la présidence de l'OSCE pour 2024. Là, on est très clairement sur un pays qui profite de la situation liminaire, parce qu'ils sont bien au-dessus de ce qu'ils devraient pouvoir représenter. Malte, c'est 500 000 habitants. Donc, évidemment, à voir comment ils vont pouvoir gérer cette situation un peu de dernière minute, mais on voit à quel point ils ont pu finalement profiter de cette situation. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut en retenir et en quoi c'est intéressant pour notre discussion plus globale et pour le cas du Canada? Déjà, je pense qu'il faut réfléchir à comment tout ça, c'est pas juste l'émergence de plusieurs blocs, etc., mais qu'il y a une forme de remise en cause de la hiérarchie internationale qu'on connaît par ces acteurs qui, d'une certaine manière, comme on dirait en anglais, punch above their weight. Malte, exemple très clair, mais aussi les pays d'Asie centrale. Ce qu'il faut retenir, de mon point de vue pour le Canada, c'est que cet espace est devenu très compétitif, géopolitiquement, que le Canada et les pays occidentaux sont plus forcément si attractifs en soi. Il va falloir démontrer cette attractivité à ces acteurs-là, et qu'il va falloir prendre en compte qu'il y a une grande variété d'acteurs liminaires. On ne peut pas penser en un bloc, un autre bloc, et puis l'entre-deux. Non, cet entre-deux, il est très varié, et on n'interagira pas de la même manière avec la Turquie, qui est à moitié un entre-deux, Malte, que le Kyrgyzstan ou que l'Inde, dans l'exemple d'Amélie. Et je pense aussi prendre en compte qu'eux-mêmes gèrent ça en tension et qu'ils sont dans des tensions constantes dans leur maison. Merci. Merci, Emmanuel Rousseau. Jean Daudelin, la parole est à vous. Je pense que ça va être assez court parce que ma présentation chevauche plusieurs des thèmes qui ont déjà été abordés. La première chose, reprendre quelque chose dont Emmanuel vient juste de parler, c'est que c'est vrai qu'on a un non-alignement, un désengagement d'une grande partie des pays du monde par rapport au conflit qui nous a été présenté ce matin comme un conflit entre l'Ouest et les Crinks. Entre la démocratie et l'autoritarisme, entre la liberté et la tyrannie. Alors, c'est clair qu'il y a une large partie des pays du globe qui ne veulent rien savoir de ça. Le cas de l'Ukraine est tout à fait clair à cet égard. Mais quelque chose qui est plus important, c'est que je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'imaginer que ces pays-là sont on the fence, qu'ils attendent de voir qui va gagner et ainsi de suite. Je pense qu'il vaut mieux penser qu'ils refusent simplement de s'engager dans l'espèce de bipolarité encore aujourd'hui, en Occident, on semble vouloir leur imposer. Et puis la deuxième chose, c'est que ces pays-là sont présents dans tous les forums, ils vont à toutes les réunions et ainsi de suite, mais en même temps, ils questionnent de façon assez brutale la légitimité des institutions multilatérales existantes, du Conseil de sécurité au traité de non-prolifération nucléaire. Alors, toutes ces choses-là, vraiment, tout l'appareil de
post-guerre est vraiment, sa légitimité est vraiment questionnée de façon très, très directe par la plupart de ces pays-là. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que ce qu'on note dans beaucoup de ces pays-là, c'est une nouvelle assurance, a new assertiveness. Je pense que la meilleure manifestation de ça, c'est ce que j'appellerais une revendication du droit à l'hypocrisie. C'est-à-dire que dans un premier temps, on dit nous, je travaille beaucoup sur le Brésil, la souveraineté, c'est fondamental, la démocratie, c'est fondamental, mais vous savez, l'Ukraine, et vous savez, Poutine, on aimerait ça l'inviter au G20. Alors, j'appelle ça le droit à l'hypocrisie. Je pense que c'est un droit qui était, pendant longtemps, qui était le monopole des grandes puissances. On parlait du Rules-Based International Order, puis c'était un peu la feuille de vigne du droit à l'hypocrisie qui était revendiqué par les grandes puissances. Et puis maintenant, ben, il y a une bande de pays qui le revendiquent eux aussi. Troisième élément, je pense que ce serait une grave erreur de voir le Sud global comme un bloc en émergence. Parce que c'est un ensemble qui est vraiment profondément divisé et il n'y a pas vraiment de leadership. L'Inde le revendique, la Chine de façon peut-être plus systématique, mais ce n'est pas quelque chose qui est reconnu par la plupart des autres pays. Il n'y a pas d'alignement sud-sud. Puis je pense que là-dessus, peut-être l'expression, encore une fois, la plus flagrante de ça, c'est la façon dont les BRICS sont organisés. Les BRICS, encore une fois, c'est Graham Allison, je pense, il y a quelques années, il dit on ne devrait pas parler de BRICS, on devrait parler de China and the Ribs. Parce que la Chine représente 80% du PIB et puis une proportion énorme des dépenses militaires. Et puis, je regardais les chiffres avec BRICS Plus récemment. Et la Chine, c'est encore à peu près les 2 tiers du PIB et puis presque 60% des dépenses militaires. Ça, c'est clair que lors de la dernière réunion des BRICS, il y a plusieurs pays qui voulaient élargir les BRICS, puis les Chinois étaient tièdes. Mais finalement, ben, ils se sont rendus un peu, je suis leur chef, donc je les suis. Et puis, on a fait rentrer l'Argentine, les Émirats arabes unis, et ainsi de suite. Mais la nouvelle conformation des BRICS met en évidence encore plus les divisions du bloc du Sud. Quand on pense finalement aux tensions entre la Chine et l'Inde, en Inde, on considère que le principal obstacle probablement à l'entrée du pays au Conseil de sécurité, c'est la position de la Chine. Moi, je pense au Brésil, par exemple. Le Brésil revendique depuis les années 20, il demandait un siège permanent au Conseil de la Ligue des Nations. Il demande un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies depuis la Deuxième Guerre mondiale à cause de leur participation au corps expéditionnaire en Italie. Mais aucun pays latino-américain d'importance n'appuie la revendication du Brésil. Alors, on a des tensions vraiment, des divisions vraiment profondes. Et troisièmement, on a des pays qui sont en conflit ouvert à l'intérieur des BRICS. J'ai parlé de l'Inde et de la Chine, mais on peut penser aussi à l'Iran et à l'Arabie saoudite. Et puis à l'Égypte et l'Éthiopie, au sujet du barrage en Éthiopie. Alors vraiment, les BRICS, c'est un machin, on va à la réunion, on se serre la main, mais le lendemain, ben, dans le cas de l'Inde, on déplace nos unités militaires vers la frontière chinoise. Alors, implication pour le Canada, je pense que une chose très claire, c'est que les pays du Sud, qu'ils soient petits, moyens ou gros, font preuve d'une espèce de pragmatisme forcené. Il y a une reconnaissance de la fragmentation et du manque de leadership de l'Ouest, mais il y a aussi une reconnaissance de la fragmentation et du manque de leadership dans le Sud global. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle on gage sur 8 chevaux dans une course où il y en a 9. Alors, je vais arrêter là. J'imagine qu'on va discuter plus avant. Merci, Jean Daudelin. Marion Lawrence, la parole est à vous. The floor is yours. Merci. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Okay. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Ma recherche porte sur la gouvernance de la sécurité mondiale, surtout les organisations internationales et les changements au niveau des normes et des pratiques
de la gouvernance mondiale. Alors, c'est dans ce contexte que je vous offre 3 observations sur le non-alignement, l'impact de la concurrence géopolitique au sein des institutions multilatérales et l'impact sur l'ordre mondial fondé sur les règles, what we call the rules-based international order. Et je voudrais souligner le fait que les règles prennent beaucoup de diverses formes. Ils peuvent être formelles, informelles, et à l'échelle internationale, les règles ne représentent et ne forment pas toujours un ordre cohérent. Et je m'intéresse surtout à les interactions entre les règles et aux situations où on trouve des lacunes qui peuvent exister entre les règles formelles et les pratiques quotidiennes des communautés diplomatiques, bureaucratiques, diplomatiques et bureaucratiques qui composent les organisations internationales. Alors, mes remarques centrent surtout sur l'ONU et à une moindre degré sur l'OTAN, mais je pense qu'il y a des implications pour d'autres organisations comme l'OSCE. Il y a 3 points que je veux parler en termes d'institutions du non-alignement dans l'ordre international. Le premier, c'est que les organisations internationales sont plus que des gens qui appliquent des règles. Il y a eu beaucoup de frustration et c'est à bien comprendre que le Conseil de sécurité des Nations unies, par exemple, ne pas parvenir à un consensus quant à dénoncer l'invasion de la Russie en Ukraine. Mais je pense que les organisations internationales ont toujours la possibilité de cette dynamique et des accords, et ça devient de plus en plus aigu et dans des considérations de multipolarité. Mais est-ce que ça veut dire que pour les institutions internationales ne sont plus pertinentes? Je dirais que non, parce qu'au-delà de l'application des règles, il y a aussi des canaux de communication, par exemple, pour éviter des méconceptions. Et ça fournit ici des mécanismes acceptés en termes d'obtenir des résultats recherchés. Par exemple, la mer Noire, par exemple. Le deuxième point que j'aimerais mentionner en termes des défis à l'ordre national fondé sur les règles, il y a plusieurs façons de le faire et plusieurs raisons pour lesquelles on peut le faire. Et ça revient à la question de légitimité de cet ordre. Et les acteurs qui peuvent avoir des raisons très compréhensibles de s'y opposer. On parle, par exemple, des défis à cet ordre. Ça peut être de redresser des situations. Par exemple, la Chine dans la mer de Chine, ou est-ce que c'est politiquement et militairement pratique d'éviter les règles et d'outrepasser aux règles? Et ce n'est pas toujours le portrait complet de la réalité. Parfois, ça devient sous pression parce que les règles sont perçues comme injustes ou d'un processus injuste. Et parce que personne ne s'est plaint que les organisations internationales créent des avantages structurels. On pense, par exemple, aux institutions internationales au plan des finances, et ces problèmes sont difficiles à régler parce que les règles ont tendance à rester, et une des avantages de ces arrangements, c'est aussi le processus de modifier les règles peut devenir très compliqué. Donc, je pense que ça veut dire, c'est que nous devons être conscients que ça peut prendre différentes formes et que ça pourrait, par exemple, ne pas avoir toute la réjection de l'ordre actuel, mais tout simplement d'apporter des demandes légitimes de modification et d'amendement et la création, par exemple, de règles alternatives, de nouvelles institutions, de nouvelles formes, des cadres parallèles, de mettre des couches par-dessus d'anciennes et une nouvelle interprétation de règles anciennes et, par exemple, de modifier les priorités, ou aussi s'attendre à ce que un appui formel à certaines règles, mais celles qui ne sont pas reconnues et ne pas mettre en place. Le troisième point, c'est, encore ça revient à l'idée d'un droit à l'hypocrisie et la question de consolider des alliances
suppose que les démocraties sont toujours meilleures pour respecter les règles que les non-démocraties. Mais les démocraties brisent et violent certaines règles aussi. Et c'est bon de s'en rappeler. Par exemple, les problèmes du Canada avec l'Inde aussi, de souligner que les démocraties existent. C'est un spectre. Il y a beaucoup de pays non alignés qui pourraient occuper une zone grise dans ce qu'on considérait comme la position des démocraties libérales ou les choses qui ne sont pas des démocraties. Et ça peut être difficile d'avoir des lignes de démarcation claires. Et encore là, comment est-ce qu'on pourrait songer à la Hongrie ou la Turquie, qui sont des membres de l'OTAN, mais qui ne sont pas des démocraties libérales? Et même si l'idée que l'amitié peut être un concept pour obtenir la coopération, mais de classifier certains pays comme des amis, dans la pratique, il n'y a pas de garantie que ce serait le cas. J'ai certaines idées quant à ce que ça peut dire pour le Canada et les implications pour le Canada, mais je vais garder ça pour les questions et réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion. Merci pour vos présentations. Lorsque le conflit en Ukraine a débuté à l'hiver de 2022, très rapidement, on a réalisé que le Canada et les autres États occidentaux avaient de la difficulté à rallier ce qu'on appelle le Sud global. Et l'impression que j'ai, c'est qu'on s'attendait tellement à ce que ces États qui, bien souvent, à nos yeux, sont un peu tous pareils, s'alignent sur nos positions, puisque, sur le plan des valeurs, nous sommes porteurs de valeurs probablement supérieures à celles défendues par le camp adverse. Il y a quelque chose de très, et j'en reviens un peu à la présentation de Jean Daudelin, quelque chose d'un peu, et là c'est moi qui parle et non vous, professeur Daudelin, mais de prétentieux, de présomptueux de la part des Occidentaux à l'égard du Sud global. Et je pense que cette vision très dichotomique qui est la nôtre est en fait l'héritage du monde dichotomique dans lequel nous avons vécu pendant de très nombreuses décennies. Et donc, on est porté à y retourner comme un peu un réflexe. Mais c'est vrai que les choses sont certainement beaucoup plus complexes que ce qu'on veut bien dire ou laisser paraître. Moi, j'ai une double question à vous poser. La première, les États dits non alignés ont des motivations diverses, proviennent de cultures diverses, de régions diverses, ce qui explique leur volonté à tisser des liens avec un maximum d'États, à diversifier, comme je disais tout à l'heure, leur portfolio sécuritaire et défensif. Ça peut être pour des raisons historiques, ça peut être pour des raisons géographiques, ça peut être pour des raisons idéologiques. Et donc, du point de vue canadien, comment est-ce que l'on peut réagir à cette donne qui n'est pas nouvelle, mais qui semble être plus importante qu'elle l'était? Est-ce qu'on aurait intérêt à développer une typologie des différents États non alignés, mettre l'accent sur les géographies ou sur les idéologies? Comment est-ce qu'on peut danser avec ces États tout en comprenant leur réalité? Deuxième question, et ça fait un peu écho à ce que la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, disait récemment. Elle n'est pas la première à le dire, évidemment, mais que le Canada a intérêt à être plus pragmatique dans son approche et que le Canada a la responsabilité de parler à des États avec lesquels il n'est pas d'accord. Évidemment, ça semble trivial comme affirmation, mais d'un point de vue de politique étrangère canadienne, ça semble parfois être nouveau. Et donc, les relations avec les États non alignés, ça implique des compromis, inévitablement. Jusqu'où est-ce que le Canada devrait aller dans ces compromis? Et y a-t-il des zones par rapport auxquelles on ne peut dialoguer, on ne peut penser à des compromis? Donc, où est-ce que ça s'arrête, tout ça? Donc, ça, c'est la deuxième question que j'ai pour vous, qui est en lien avec la première. Qui veut débuter? Est-ce qu'on y va dans l'ordre? Oui, alors, très bien. Oui, moi, je vais parler principalement sur l'Inde, mais je pense que la question
des motivations différentes. La question de la diversification des portfolios, c'est exactement ce que l'Inde est en train de faire aujourd'hui. C'est la base de sa stratégie de politique étrangère, et ça a été clairement énoncé par le ministre des Affaires étrangères à plusieurs reprises. Donc, je pense que aujourd'hui, la politique des États-Unis est très intéressante de ce point de vue-là, parce que le issue-based alignment, justement, la question de prendre au cas par cas et de décider si la coopération est possible, dans quelle mesure, dans quel, sur quel enjeu et comment, je pense que c'est quelque chose que les États-Unis parviennent à faire. Ça implique effectivement de faire des compromis, et je pense que la question va être de plus en plus difficile à régler par rapport à l'État à l'État indien et puis la politique nationaliste du gouvernement actuel. Je pense que c'est là il va être nécessaire de dessiner une ligne au-delà de laquelle on décidera de ne pas aller. Mais je pense que déjà une meilleure compréhension de la politique indienne et des motivations derrière cette politique, et également les revendications de statut aussi sur la scène internationale. On a parlé de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est quelque chose qui est très, très important pour l'Inde aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a certaines choses qui sont possibles et sur lesquelles le Canada, notamment, pourrait agir sur la scène internationale et pourrait être plus... accepter de négocier sur ces sujets-là. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement, mais c'est principalement sur l'Inde. Merci, Amélie. Emmanuel? Oui, merci. C'est vrai que c'est deux questions qui sont assez larges et assez difficiles, parce qu'il y a finalement une dimension assez normative et quasiment éthique par rapport à ce qu'on devrait faire. Mais je pense que je vais faire écho à ce qu'a dit Amélie. Je pense, première chose, qu'il faut déjà comprendre ces États, comprendre que ce n'est pas un groupe, que ce soit le Sud global, les États non alignés, ceux qui n'ont pas voté avec nous sur la résolution condamnant la guerre en Ukraine, ils l'ont probablement pas tous fait pour les mêmes raisons, et ils veulent pas les mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes compréhensions, ils n'ont pas les mêmes contraintes non plus. Donc comprendre déjà c'est quoi le champ, ce qui veut probablement dire principalement interagir, écouter, mobiliser la diplomatie canadienne qui est sur le terrain pour comprendre, à la fois beaucoup dans les organisations internationales où c'est un endroit où il y a l'occasion d'interagir avec tous ces diplomates de tous ces pays, essayer de comprendre c'est quoi leurs enjeux actuels, c'est sur quoi eux voudraient coopérer. Et probablement qu'il y a beaucoup d'endroits où ça peut vraiment se superposer, que peut-être que le Canada le fait pas pour les mêmes raisons, ou que c'est pas exactement la même visée. Mais si je prends l'OSCE, un des endroits où la coopération semble être possible actuellement, c'est la question de la sécurité climatique. Je pense que et le Canada et les pays d'Asie centrale, globalement, ont quand même le même intérêt. Peut-être pas pour les mêmes raisons ou sur les mêmes enjeux. L'Asie centrale sera plus sur des questions, par exemple, d'accès à l'eau. Le Canada, peut-être moins, mais l'intérêt est le même. Et ça ne veut pas dire une grande coopération, des grands sommets à l'échelle des chefs d'État, mais au niveau des experts, au niveau des diplomates, il y a tout à fait possibilité de recréer quelque chose et montrer que finalement, il n'y a pas forcément un blocage parce que ces États-là n'ont pas choisi leur camp. Et je pense que déjà, finalement, en faisant le pas, on peut y arriver. Après, où est-ce qu'il faut s'arrêter? Ben là, c'est la vraie question de la politique, finalement. C'est où sont les lignes rouges sur lesquelles on ne veut pas aller? Quelles sont nos propositions? Je pense que ça se négocie, mais il y a différentes manières de voir la diplomatie. Souvent, c'est quand même interagir, dialoguer avec les États avec lesquels on n'a pas forcément d'atome crochu, mais ça ne veut pas dire accepter ce qu'ils font ou dire oui à tout ce qu'ils font juste parce qu'on aimerait qu'ils se rapprochent de nous. C'est juste avoir une relation. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer ce qui est censé être la diplomatie. Ça ne veut pas dire forcément devenir meilleur ami avec le Brésil juste parce qu'on pense que ce serait bien qu'on partage des choses. Voilà. Encore une fois, je vais reprendre les thèmes de mes collègues ici. Je pense que la première chose, ce serait d'éviter la vision dichotomique. Je trouve ça triste que le général Harris ne soit pas ici, mais je pense que de regarder le monde comme l'espèce de théâtre d'une grande confrontation entre les bons et les méchants,
ça ne mène pas loin dans nos relations avec le Sud. Et puis, très bientôt, ça ne mènera pas loin probablement dans nos relations avec les États-Unis. Alors, abandonner la vision dichotomique, je pense que c'est la première chose. Le deuxième, c'est peut-être un peu plus compliqué avec un pays qui a une tradition multilatéraliste et puis qui a tellement bénéficié du multilatéralisme comme le Canada. C'est de ne pas penser que les institutions multilatérales sont nécessairement, je dirais même pas une panacée, mais que c'est nécessairement le moyen privilégié d'agir même pour une puissance, pour un pays qui l'a fait de façon aussi efficace dans le passé. D'adopter une position aussi pragmatique que les partenaires du Sud et puis d'y aller avec ce qu'eux font. Parce qu'eux voient bien que le Nord est fragmenté, que le Sud est fragmenté, que le multilatéralisme est très problématique et les avantage pas nécessairement, mais de ce point de vue-là, mais aller au issue-based alignment. Et puis des coalitions à géométrie variable, et puis des coalitions of the willing. Et puis sans être trop dogmatique, et puis le machin de toujours montrer la bonté du Canada, de se faire croire encore une fois que nos valeurs sont universelles, je pense que ça passe de plus en plus mal. Et puis c'est ça, un pragmatisme, je dirais normatif, et puis un pragmatisme appliqué dans une diplomatie qui va plus aux questions par question, et puis sans laisser un peu de côté notre obsession multilatéraliste, du moins, à tout le moins au niveau des discours. Merci pour la question. Deux points que je vais soulever. Je suis d'accord qu'en commençant de l'idée que nos valeurs sont attractives de manière inhérente et attirante du point de vue universel, c'est pas la bonne voie à suivre. Récemment, moi, parlé du concept de l'empathie stratégique et j'y pense de différentes manières comparé à son usage initial. On essaye de comprendre ici l'ennemi et je pense que ce concept peut être élargi de manière utile pour essayer de décentraliser notre propre point de vue, le point de vue du Canada, afin de voir d'où viennent les autres pays et quelles sont leurs contraintes et leurs catalyseurs. Et il n'y a personne qui nous doit leur loyauté. Les pays se comportent de différentes manières pour de différentes raisons afin de participer de manière productive. Et encore, c'est question de voir les connaissances au cas par cas. Est-ce que c'est que les pays doivent s'entendre avec un autre pays qu'on n'aime pas? Peut-être c'est parce qu'ils ont une grande population dans la diaspora, de la diaspora qui habite là-bas, donc, ou bien parce qu'il y a des engagements en termes d'eux. Alors, nous devons prendre cela en considération. En particulier, mon point de vue sur le pragmatisme est que il y a quelques principes directeurs et des objectifs que nous essayons de réaliser. Et c'est important de voir ce sur quoi nous pourrons faire des compromis versus ce sur quoi on ne peut pas faire des compromis. Et dès que c'est établi, on doit appliquer cela contextuellement au cas par cas. Et par la suite, essayer de comprendre qui sont les acteurs précis avec qui nous devons échanger pour discuter d'un dossier en particulier et comment est-ce que nous pouvons le faire de manière efficace et comment est-ce que nous devons nous ajuster et apprendre au fur et à mesure et voir comment avoir des connaissances précises des différents enjeux. Alors, je vais m'arrêter là. Peut-être une autre question et après on pourra ouvrir la plateforme aux questions. Et ici, c'est question de nous pencher aussi sur différents types de populisme. Et quand on regarde autour de nous, on voit le Brésil, les Philippines, la Hongrie, la Turquie, l'Inde et plusieurs autres pays. Et je ne sais pas si le populisme était là avant la fragmentation ou si la fragmentation encourage le populisme. Je ne sais pas si c'est la poule ou l'œuf, mais je pense qu'on doit vraiment répondre et résoudre le problème du populisme comme un enjeu très important. Ce n'est pas parce que les États-Unis sont proches de nous, mais c'est un enjeu mondial. La recette des populistes est simple. On oppose
le peuple pur, vaillant, à des élites corrompues. Et ça fait le succès des populistes. Et de plus en plus, ce qu'on observe, c'est que les populistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, ou d'extrême gauche ou d'extrême droite, transposent cette logique-là dichotomique qui est très simple à la sphère internationale. Donc, si on prend Erdogan, par exemple, c'est le peuple pur, porteur de la grande civilisation ottomane, qui se fait dépouiller par les élites globales de Bruxelles, de Washington, qui, par tous les moyens, cherchent à saper cette grande culture turque ou ottomane, pour parler en termes plus larges. On observe des phénomènes semblables en Asie. Je faisais référence tout à l'heure à Duterte, qui n'est heureusement plus au pouvoir. C'était le même phénomène. C'est-à-dire, c'était Washington qui nous imposait des choses, les Occidentaux qui nous critiquaient pour des politiques qui étaient très dures à l'encontre des utilisateurs de drogue et des vendeurs de drogue, dans ce cas bien précis. Et ça a amené à des transformations géostratégiques de la part de ce tout petit pays qui a voulu faire un pied de nez à Washington en se tournant davantage vers la Chine. Donc, cette question du populisme, elle est très importante et sans doute qu'elle nourrit ce mouvement des États non alignés. Pas partout, bien entendu, mais dans plusieurs pays. Donc, ma question est la suivante. Comment est-ce que le Canada doit répondre à ce phénomène de plus en plus criant que sont les populismes? Et est-ce que nous avons, je fais référence pas seulement au Canada, mais à nos principaux partenaires démocratiques, est-ce que nous avons les moyens de combattre ce type de narrative? Est-ce qu'on doit s'appuyer sur des faits, sur des données, sur le développement humain, par exemple, pour essayer de contrer cette propagande qui est très facile, qui est très paresseuse, mais qui est extrêmement puissante dans des contextes et dans des pays où le développement humain, le développement économique sont très faibles et qui semblent être une réponse facile à des problèmes beaucoup plus complexes. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et donc, il me semble que c'est directement lié à l'enjeu des États non alignés et à notre relation, la relation que nous avons avec ces nombreux États qui font face à des réalités diverses. Amélie, nous vous écoutons. Oui, alors c'est une question très, très intéressante et très, très complexe. C'est vrai que le parallèle est vraiment très intéressant, je pense, entre la scène intérieure et la scène internationale sur le point de vue du populisme. En Inde, on peut rajouter aussi l'héritage de la colonisation qui complexifie également la question parce que des pays occidentaux qui viennent nous faire la leçon sur nos droits de l'homme et sur nos enjeux intérieurs, ça passe encore moins bien aujourd'hui et je pense que c'est justifié aussi dans une certaine mesure. Je pense que les moyens de combattre ces narratifs sont assez limités. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on regarde la France ou qu'on regarde les États-Unis, sur le point de vue de l'Inde, il y a très très peu de critiques de la politique intérieure indienne, très très peu de critiques de l'administration Modi et de tout ce qu'on observe en Inde, parce que ça s'apprête tout de suite toutes les bases des coopérations. Et je pense que le Canada en fait l'expérience dans une certaine mesure, même s'il y a d'autres enjeux qui sont impliqués également là-dedans. Mais je pense que la relation entre le Canada et l'Inde montre bien les limites aussi de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je ne suis pas très optimiste sur cette question-là du populisme. Après, je pense que sur d'autres exemples, peut-être qu'il y a plus d'espoir, mais je pense que sur l'Inde, c'est une question très, très compliquée. Merci. Emmanuel? Oui, c'est vrai que c'est une question assez complexe. J'ai essayé de réfléchir dans les cas par exemple, d'États participants de l'OSCE, lesquels rentreraient dans cette situation. Et je ne pense pas que ce soit forcément toujours le meilleur. Il n'y a pas forcément un lien avec ces États qui sont dans un entre-deux et forcément un populisme national, domestique. En revanche, ils peuvent être assez influencés également par le populisme d'autres États. D'une certaine manière, par exemple, la rhétorique populiste de la Russie vers certains États qu'on pense vers
soit des pays comme la Hongrie, comme certains pays d'Asie centrale, comme l'Afrique, de construire l'idée qu'il y aurait une élite que la Russie maintenant appelle Collective West, donc cet Occident collectif qui serait une sorte de, forcément dirigé par les États-Unis, mais avec une sorte de groupe collectif qui essaierait d'imposer, de diriger de manière sombre un peu les choses et que eux devraient se réveiller face à ça et donc s'allier à la Russie contre finalement ce mouvement-là. C'est pas forcément un populisme qui vient directement de ces États, mais leur population peut être sensible à ces rhétoriques parce que ça touche à la question de la hiérarchie, des inégalités que ces pays ont ressenties, à la question finalement qui fait tout ce qui fait le jeu des populismes, l'insécurité, l'inégalité, le sentiment d'injustice. Donc, je pense qu'il faut avoir une réflexion un peu plus large sur ça. Là où j'ai envie d'être un petit peu optimiste, c'est que ces réactions de reconstruction aussi identitaire, etc., peuvent parfois renforcer leur sentiment identitaire national. Si on pense, j'essayais de réfléchir, l'Asie centrale, les pays d'Asie centrale actuellement sont dans un mouvement de réidentification, notamment plus sous l'influence de la Turquie, les relations avec la Turquie, l'identité plus, disons, séparée de tout le passé soviétique et le passé russe. D'une certaine manière, il y a certains de ces éléments de ces rhétoriques nationales qui peuvent toucher au populisme, mais ça les sépare, ça construit un autre par rapport à la Russie, ça les sépare de ce qu'était cet ensemble-là. Donc, je pense que c'est pas forcément toujours contre. Ça peut avoir un avantage aussi pour d'autres pays, c'est juste qu'il faut comprendre que ces dynamiques-là, on a très peu de contrôle dessus. Et le seul contrôle qu'on peut avoir, peut-être, ça va être plus sur comment ce populisme-là entre dans nos sociétés, entre au Canada. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour que ça ne rentre pas, que ces influences-là arrivent moins ici? Et moi, je suis une grande défenseuse de la littératie informationnelle, que le mieux, c'est plutôt que de bloquer ou c'est d'informer, de donner les outils pour comprendre. Ouais. Le populisme n'est pas un problème des non-alignés, ce n'est pas un problème des pays du Sud. Je pense que c'est peut-être peut-être plus qu'à peu près n'importe quelle autre, sur n'importe quelle autre question, c'est le dernier axe nord-sud solide. Des États-Unis jusqu'à l'Argentine, en passant par la Russie, en passant par la Hongrie. Alors, les populismes occidentaux dans les populismes globaux ont un poids qui est vraiment extraordinaire. Alors, de ce point de vue-là, je ne pense pas que la lutte contre les populismes soit un élément qui devrait être très important dans la politique étrangère d'un pays comme le Canada. Parce qu'on va y être confronté juste avec nos voisins du Sud dans 18 mois, que je me trompe. Alors, je pense qu'il faut apprendre à gérer les populismes, mais pas le voir comme la prévention des populismes comme objectif de politique étrangère. Et puis même dans une perspective d'alliance, on risque fort d'avoir des alliés populistes sur certaines questions. Et puis que ce soit l'Inde ou les États-Unis, et puis des alliés non populistes sur d'autres questions. Alors, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et à terme, le principal allié du Canada pourrait devenir un État autoritaire. Oui, il y a ça aussi qui n'est pas un détail. L'éléphant aux cheveux jaunes dans la salle. Marion Lawrence? Oui, merci. Je suis d'accord que le populisme, c'est vraiment un phénomène global. Ce n'est pas juste les pays du Sud qui doivent faire face à ça. Une chose que je voulais observer, c'est que tournant vers le populisme sur la souveraineté et l'autodétermination, ce sont deux choses désirables, mais c'est encadré dans ce sens, dans ce langage. Donc, c'est une tension entre la souveraineté et versus les bénéfices de la coopération. Mais je vais noter que les populistes qui se plaignent des organismes internationaux, c'est une cible très facile parce que ça semble loin. C'est une chose difficile à démontrer physiquement, à démontrer les bénéfices.
Et donc, c'est une cible facile d'une manière rhétorique. Une chose que je veux noter, et ce n'est pas une solution ou quelque chose pour aider à arranger les choses. Le populisme est intégré dans plusieurs choses, dans les idéologies, dans l'extrémisme, et il y a une dimension de genre dans tout ça. Ça a besoin d'être conçu et vu en relation avec toutes ces choses et pas seulement en isolation. Merci beaucoup. On peut maintenant prendre des questions. Nous avons une vingtaine de minutes pour un échange avec la salle. Merci tout le monde pour l'excellent panel. Je suis d'accord que, avec ce que Jonathan disait, que la diplomatie pragmatique de la nouvelle doctrine Mélanie-Joly m'apparaît plutôt comme un oxymore, dans le sens où parler à ceux qu'on n'aime pas m'apparaît comme la base de la diplomatie. Mais c'est vrai que pour la mettre en place, il y a un espace qui peut être limité selon certains pays. J'aimerais vous entendre sur votre expertise particulière régionale, sur la perception qu'ont l'Inde, Malte ou le Brésil ou autres pays de ce qu'on appelle le Sud global, de la perception qu'ils ont du Canada et de votre point de vue, qu'est-ce que le Canada peut apporter dans une discussion avec eux pour ouvrir une porte de discussion? Est-ce qu'il y a cette ouverture-là ou pas? Est-ce qu'il y a un mur ou est-ce qu'on est capable de le percer? On peut penser qu'avec l'Inde, ça risque d'être beaucoup plus difficile qu'avec d'autres pays, compte tenu de notre situation diasporique dans le pays. Mais j'aimerais vous entendre sur cette relation inversée, c'est-à-dire les contraintes à l'exercice de ce pragmatisme-là canadien vis-à-vis de ses partenaires plus ou moins alignés. Oui, merci pour la question. Je vais répondre rapidement. Effectivement, pour l'Inde, je pense que ça va clairement être beaucoup plus compliqué peut-être que pour d'autres pays. Je pense toutefois que l'aspect militaire, ce qui un peu à la différence de la diplomatie, l'aspect militaire pourrait être le point de convergence ou le dernier canal de communication qui resterait, donc la coopération militaire, même si elle est très limitée, mais au moins les discussions entre militaires semblent aujourd'hui plus faciles que les discussions entre diplomates. Mais après, c'est certain que la diplomatie va... Enfin, on voit déjà une certaine amélioration, notamment au niveau des visas. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même en développement. La relation n'est pas non plus... elle est au point mort, mais elle est, à mon avis, elle n'est pas non plus complètement Enfin, l'espoir est quand même là pour que ça aille mieux dans les prochaines années. Je pense que principalement, ce que le Canada peut faire, c'est sur la scène internationale porter les volontés indiennes, mais pas que c'est pas seulement l'Inde qui demande ça, mais les réformes du Conseil de sécurité de l'ONU. Je pense que c'est un point très important que l'Inde met en avant et que le Canada pourrait soutenir. Je sais que la France le soutient déjà. Mais je pense que c'est un des points sur une diplomatie plus internationale, un peu pour passer outre les blocages de la relation bilatérale. Merci. Je vais plutôt répondre par rapport à comment le Canada est perçu par la communauté globale de l'OSCE, parce que je pense que c'est intéressant, c'est que à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, le Canada a fait partie des pays dans l'organisation qui avait la position la plus dure, avec un refus global d'engager, enfin de toute forme d'engagement dans quoi que ce soit qui aurait impliqué la Russie, ce qui, en pratique, veut quasiment dire ne rien faire, ne plus rien faire dans cette organisation, puisque tout nécessite le consentement de la Russie. Ce qui a créé quand même des frustrations, d'une certaine manière, pour certains États. Disons que c'était la stratégie pendant à peu près au moins 6 mois, mais il y a eu progressivement une prise de conscience que c'était finalement que beaucoup d'États, beaucoup d'acteurs voyaient ça comme un refus de la diplomatie. Et que finalement, en faisant ça, oui, effectivement, ils marquaient leur point de ne pas interagir avec la Russie, mais qui s'empêchaient d'interagir avec les autres également parce que ces situations n'arrivaient plus. Et le Canada a progressivement quand même, disons, plus renégocié un peu dans les situations, comment le faire, et a quand même été assez à l'écoute de ces considérations-là. Je pense que là où c'est encore difficile, c'est que il y a quand même encore chez beaucoup de ces acteurs-là une association Canada-États-Unis qui fait du mal au Canada, disons,
finalement ils ont un peu de mal à montrer leur position séparée. L'apport, la valeur ajoutée du Canada, disons, dans sa politique, en tant que praticien de la diplomatie à l'OSCE, ils sont reconnus pour être un peu plus capables de trouver une solution que les États-Unis, être un peu moins jusqu'au-boutiste, mais dans les valeurs, dans l'idée de l'attractivité du Canada, c'est encore un petit peu à travailler. Mais si on regarde actuellement, le Canada préside un des forums de l'OSCE, le Forum pour la sécurité et la coopération. C'est une présidence tournante, donc il n'y a pas eu d'élection pour ça. Alors, il attire un peu les foudres de la Russie parce que le choix des réunions et des thématiques ne sont pas très alignés avec les choix de la Russie, notamment les questions de genre, d'enfants dans les conflits. Mais c'est assez apprécié et les autres pays participent beaucoup. Mais ce qu'a fait le Canada, c'est qu'il a beaucoup invité des experts de ces pays, de pays non alignés ou, disons, pas alliés directement. Et je pense que ça, c'est un moyen, par exemple, de montrer cet intérêt et ce respect, d'une certaine manière, pour ces acteurs-là. Mélanie Joly a fait une visite au Brésil récemment qui a vraiment mené au lancement de toute une série d'initiatives. C'était un dialogue très encourageant. La couverture de presse au Brésil a été nulle. Zéro. Rien. Dans la politique brésilienne, même dans la couverture de politique étrangère, le Canada n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire que le Brésil, mangeant à tous les râteliers, faisant preuve d'un pragmatisme forcené lui aussi, n'est pas ouvert à de la collaboration sur des dossiers particuliers. Et puis, je pense que c'est ça l'avenir. Il n'y a pas de blocage en soi. Tant qu'on n'exige pas une espèce d'alignement normatif un peu vide, je pense que là, ça peut être un partenaire intéressant pour beaucoup de dossiers. Les Brésiliens cherchent des partenaires sur les questions environnementales. Ce gouvernement-ci, sûrement pas le précédent, puis peut-être pas le prochain, est sûrement ouvert à des initiatives de coopération concernant les populations autochtones. Et là-dessus, je pense que c'est pas que notre politique soit particulièrement admirable, mais je pense qu'on peut aller leur dire peut-être ce qu'on a fait de moins bien, leur expliquer, je ne sais pas trop, une expérience, mais encore une fois avec beaucoup de modestie, parce que l'époque où on donnait des leçons au Sud, c'est fini. OK. Cette question de perception du Canada et les contraintes sur le pragmatisme canadien. La plupart de ma connaissance est liée aux Nations unies. Ma perception est le potentiel non réalisé et ne pas être constamment présent, d'être présent de manière vocale à certains moments, mais ne pas être volontaire pour jouer un rôle de dirigeant pendant un certain temps. Et c'est lié au deuxième point en termes de contraintes. Je pense que beaucoup de cela sont des ressources limitées. Si on opère dans les ressources, avec des ressources limitées, le fait d'être pragmatique, c'est de faire des choix sur ce qu'on priorise. Mais je pense aussi que c'est une sorte de réticence d'aller en avant, d'éviter des risques. Et en termes de potentiel et de potentiel réalisé, un des panélistes ce matin a parlé du Canada comme étant un pays qui est un pont de manière bilatérale avec des pays dans le Sud qui ont des problèmes avec la France ou les États-Unis. Et le Canada fait partie de l'Ouest et de ce bloc, mais n'a pas le même bagage et pourrait jouer un rôle important pour engager beaucoup de ces pays. Merci beaucoup à vous. Y a-t-il une autre question? Oui. Attendez le micro, s'il vous plaît. Juste une note là-dessus. Moi, le Canada, The Bridge, là, je pense qu'un jour, il va falloir se poser des questions là-dessus parce que les grands pays du Sud considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'un petit pont pour parler aux Américains. Merci beaucoup. Peut-être une question de suivi, puisque vous aviez abordé la question des valeurs. Surtout vous, professeur Dublin. Est-ce que le problème, au fond,
du Canada, c'est qu'on a beaucoup de valeurs sur la scène internationale, mais on a du mal à les opérationnaliser ou à identifier des objectifs ou des intérêts nationaux. Et que donc pour nous, ce qui semble une évidence pour beaucoup de pays, le fait de prendre une approche plus pragmatique semble presque une révolution dans notre approche aux relations internationales. Est-ce que pour vous, c'est effectivement le cas? Et est-ce que peut-être le fait de s'attacher autant aux valeurs, ce qui est forcément assez performatif, ça crée une certaine fatigue chez nos alliés de nous entendre constamment se référer à ces valeurs-là? Merci. Je pense que dans les faits, le Canada, le pragmatisme, c'est juste que historiquement, on l'a été, mais on en parle moins. Alors, la question des valeurs, c'est le mieux, à mon avis, le parangon de ça, c'est Axworthy qui se promenait dans le monde entier pendant qu'on coupait les budgets aux affaires étrangères. Et puis, actuellement, ou alors Trudeau, la suite, sur le même mode, on parle de l'engagement du Canada, du retour du Canada, puis on coupe les budgets d'aide. Alors, de ce point de vue-là, on donne clairement la priorité. Je pense que ce n'est pas tellement qu'on ne reconnaisse pas que le Canada soit attaché à certaines valeurs, mais qu'on considère que le Canada peut faire abstraction des cadres normatifs pour des collaborations ponctuelles sur certaines questions, et puis qui ne viendra pas nous faire la leçon. Parce que ça, faire la leçon sans amener d'argent, les Brésiliens, ils font des compromis avec les Norvégiens et l'Union européenne concernant l'Amazonie, mais il y a des dizaines de millions de dollars en jeu. Et puis quand Lloyd Axworthy, j'ai rien contre Lloyd Axworthy, c'est un grand homme et tout, mais j'étais au Brésil au moment des grands incendies, et puis Axworthy, avec un de ses camarades, publie un op-ed dans le Globe and Mail sur les casques verts, une force internationale qui interviendrait pour sauver l'Amazonie, dans l'ignorance la plus totale du fait le plus basique concernant l'Amazonie, qu'il y a 35 millions de personnes en Amazonie, et puis qu'on ne peut pas tous les sortir du jour au lendemain. Alors, qu'on assume, si on veut, le pragmatisme, qu'on a un discours pragmatique, et puis qu'on accepte que tous les pays ne partagent pas nécessairement nos valeurs, mais qu'on peut avoir des agendas communs. Je pense que ça pourrait être une bonne base pour construire une politique étrangère réaliste. Non? D'autres questions? Oui, j'aurais une question ici. Vous avez parlé à quelques reprises de la Turquie, qui est un allié du Canada, qui est membre de l'OTAN, mais qui a souvent des points de vue ou des intérêts divergents du Canada. J'ai l'impression que si la décision devait être prise aujourd'hui sur si la Turquie devrait faire partie ou non de l'OTAN, le résultat serait peut-être différent. Donc, selon vous, c'est quoi la place de la Turquie comme allié du Canada? C'est quoi les défis qu'on a quand on fait des relations internationales bilatérales avec la Turquie? Donc, il y a les défis, mais aussi en même temps, M. Massy parlait au début dans sa question de l'oxymore de la diplomatie pragmatique. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir un pays comme ça, comme notre allié, plutôt que comme un adversaire. Donc, je me demandais, c'est quoi votre avis sur le sujet? C'est une question ouverte pour tous les membres du panel? Oui. Très bien, merci. Quelqu'un aimerait répondre? Juste une note, je ne pense pas qu'il soit bon de classifier les pays en alliés ou en adversaires. Pour revenir au point de mes collègues ici, je pense qu'il faut y aller dossier par dossier. Oui, je suis d'accord, cas par cas. Je dirais aussi que si le COVID nous a enseigné quelque chose, c'est que le monde politique est plein de surprises. Vous ne savez pas avec qui vous allez, vous ne pouvez pas prédire avec qui vous pourrez agir. Il faut maintenir une sorte de relation de communication avec beaucoup de pays. Donc, je serais réticente de classifier des pays comme alliés ou adversaires,
parce qu'on ne sait jamais, surtout un pays comme la Turquie, où est-ce que c'est localisé dans cette région, on ne sait jamais si on aura besoin d'eux dans le futur. On a besoin d'en savoir un peu plus de la Turquie. On a besoin d'avoir des personnes qui parlent le turc un peu plus et on a besoin d'avoir des étudiants qui vont là-bas, qui apprennent la langue, qui font leur doctorat. On a besoin d'avoir des alliés avec les universités turques. On, et, euh, et Carleton ou l'UQAM, voilà ce dont on a besoin. Et là, on en saura un peu plus sur la Turquie. Je ne suis que le modérateur, mais si je peux en dire plus sur la question qui a été posée. Évidemment, si on emploie le terme allié au sens très large, bon, c'est vrai que les alliés, les partenaires, les ennemis, il faut faire attention à ces catégories-là, mais d'un autre côté, lorsqu'on réfère dans notre domaine à une alliance, à un allié, ça a des implications claires, nettes et précises. Ça implique du partage d'informations, une socialisation, des plans stratégiques communs. Et la Turquie a accès à tout ça. Elle fait partie de l'Alliance depuis 1952. Bon. Pour ce qui est des relations Canada-Turquie, je ne suis pas un grand spécialiste. Mais maintenant, quand je regarde la Turquie au sein de l'OTAN, plusieurs personnes ont dit que la Turquie pourrait éventuellement quitter l'OTAN, elle n'a pas intérêt. Au contraire, la Turquie a besoin de l'OTAN. Premièrement, ça lui assure une influence considérable sur l'Atlantique Nord. Et puis, on n'est plus juste au niveau de l'Atlantique Nord, on est au niveau des Out of Area Missions jusqu'à tout récemment. Ça lui assure aussi un droit de veto sur les plans géostratégiques de l'Alliance. Est-ce que la Suède, est-ce que la Finlande joignent ou non? Tout le monde s'est tourné vers la Turquie. Ça lui confère énormément d'influence. Et je pense que du côté de l'Alliance, c'est important d'avoir une sorte de black dog comme ça au sein de l'Alliance qui, justement, est en relation constante avec des acteurs comme la Russie de Poutine ou avec la Chine de Xi Jinping. La Turquie participe au sommet de Shanghai depuis plusieurs années. Donc, c'est important d'avoir une sorte de sentinelle ou quelqu'un qui peut faire le lien entre ces États dits infréquentables du point de vue canadien ou du point de vue américain et les autres qui sont vraiment dans le rang derrière Washington et Bruxelles. Donc, je pense que c'est malgré les difficultés, puis Dieu sait qu'il y en a des difficultés avec la Turquie, mais ça remonte à 52, ça remonte à 64, ça remonte à 74. Il y a toujours eu plein de difficultés avec la Turquie. Nous avons besoin de la Turquie et elle a besoin de nous. Maintenant, pour ce que le professeur Daudelin vient de dire, plus de coopération, plus de compréhension, c'est toujours profitable. Moins on en sait, généralement, plus on a tendance à donner des intentions perverses ou négatives aux États qu'on comprend mal. Généralement, we feed the void avec le pire, alors qu'en réalité, parfois, il s'agit de se parler. Donc, plus grande coopération, c'est nécessaire, pas seulement avec la Turquie, mais avec tous les autres parties. Si je peux me permettre là-dessus, avant de tomber, pour ne pas tomber dans un jovialisme pragmatique, dans du pragmatisme, Emmanuel parlait des défis que beaucoup de pays du Sud rencontrent à gérer finalement leur appartenance à différentes choses. Je pense qu'un défi pour le Canada, c'est d'une part, à mon avis, le défi du pragmatisme, mais c'est le défi du pragmatisme dans une position où on est déjà inséré dans des alliances étroites, puis dans des interdépendances étroites, en particulier avec les États-Unis et l'OTAN. Alors, le pendant de ce que Jonathan vient de mentionner, c'est qu'on ne sort pas de l'OTAN. Et puis ça impose des contraintes. Et puis le défi, c'est comment on gère la chose. Comment on gère la chose. Puis je pense que peut-être, à tout le moins, une voie de sortie, c'est d'insister moins sur la dimension normative de notre politique étrangère. Ça, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un rapport par semaine qui sort, là. Mais aussi de le faire, c'est-à-dire de réconcilier le multilatéralisme, les alliances et une ouverture plus grande à des pays qu'on est souvent tenté de peindre comme des adversaires a priori. Alors, puis ça, je pense que pour le Canada, Kim Nassal, c'était le thème de son livre. C'est le défi des 10 prochaines années, sûrement, le plus important. Je peux rajouter
Quelqu'un d'autre souhaite prendre juste un dernier mot là-dessus? Puis je pense que ça soulève de manière plus générale un grand dilemme qui est le nôtre, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on a, nous, comme Canadiens, est-ce que nous avons la responsabilité de critiquer certains partenaires et certains alliés formels lorsqu'il y a violation des droits humains dans leur pays, sachant que si on fait ça, il y aura des répercussions. Si on regarde l'exemple d'Erdogan, par exemple, il y a eu le coup d'État manqué de juillet 2016. Le régime Erdogan est convaincu que le département d'État est derrière, que les États-Unis sont derrière, que la CIA est derrière. Nous avons tous et toutes, je fais référence à nos gouvernements occidentaux, critiqué ce gouvernement-là dans l'après-coup d'État pour le traitement des journalistes, des membres de l'opposition, etc. En contrepartie, il y a eu énormément de rancœur chez Erdogan et ça l'a amené à se rapprocher de la Russie, notamment pour l'obtention du S-400, notamment parce que les Occidentaux refusaient de lui vendre notre propre camelote parce qu'ils ne respectaient pas les droits les plus fondamentaux qui font partie de notre communauté de valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On critique des alliés au nom du Principal Diplomacy, celle de Stephen Harper, mais de ceux qui ont suivi et ceux qui étaient là avant aussi, et on vit avec les conséquences? Ou est-ce qu'on ferme de plus en plus les yeux sur les violations des droits de l'homme ou des droits humains en disant, pour reprendre un vieil adage, he may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch. D'accord? Ce qui faisait partie de la diplomatie politique étrangère américaine. Donc, est-ce qu'on ferme les yeux et puis on collabore tous et puis on a de l'empathie stratégique et puis on essaie de se mettre dans les souliers des autres? Bref, est-ce qu'on laisse tomber progressivement les valeurs pour lesquelles nous sommes battus pendant si longtemps? Et c'est un vrai dilemme. C'est un dilemme pendant la guerre froide que nous avions. C'est un dilemme qui était beaucoup moins présent dans les années 90 et les années 2000 parce que c'était une grande fête occidentale. La fête est terminée et le dilemme réapparaît. Comment est-ce qu'on jouera nos cartes? Et je me demande comment Premier ministre Poilievre, par exemple, jouerait, je parle au conditionnel, jouerait ses cartes. Est-ce qu'il serait un retour du Principal Diplomacy à la Stephen Harper, un de ses maîtres à penser? Ou est-ce qu'au contraire, il serait très pragmatique, très populiste, très trumpiste? Mais il faut essayer d'anticiper ce que ça serait. C'est notre responsabilité. Est-ce que je pourrais juste ajouter quelque chose sur ce point-là, sur les droits de la personne? Si le dilemme, est-ce qu'on devrait critiquer ou non? Il y a aussi la question de la constance, de critiquer certains et pas d'autres, et sous quelles conditions, et d'être préparé, si c'est la décision qu'on fait, d'être constant et de dire quelque chose quand c'est pas convenable. Émile m'a dit que je n'étais pas autorisée à parler, mais je dois le faire. Je pense qu'il faut faire attention sur le point qu'a fait Jonathan il y a un élément de performance on ne parle pas aux méchants. Tout ça, en même temps, le gouvernement était en train d'avoir un accord avec la Chine. Donc, il y a deux niveaux. Le premier, c'est le débat politique domestique qui ne parle pas aux méchants. Ça continue et c'est partisan. Et ça enlève toute la théorie de la diplomatie. Sur la politique pragmatique, c'est toujours comme ça que nous avons fait la politique. On n'a pas le pouvoir de le faire autrement. But I think that I'm going to stop talking here. Emil's going to get really mad at me. It's just, I think we have to be careful when we're describing how we practice our foreign policy and not mix up the domestic political debate. Comment on pratique un débat politique? C'est tout. Merci infiniment à Amélie Chalivet, Emmanuel Rousseau, Jean Daudelin et Marion Lawrence pour 4 excellentes présentations. Merci beaucoup.